Je ne reviendrai donc pas sur les débuts que j'ai évoqués il y a un instant dans l'introduction à ce colloque. Je voudrais maintenant me livrer avant tout à un bilan en esquissant, pour finir, quelques perspectives. Le bilan portera d'abord sur le rythme de publication des textes, leurs caractéristiques bibliographiques, leurs auteurs, puis leur répartition géographique et enfin leur répartition typologique. Le bilan chronologique des publications est le plus facile à faire grâce à une fonction dédiée dans la base Archibab à l'onglet « Bibliographie ». Les chiffres des textes publiés sont donnés par année. Pour mieux discerner les tendances de fond, j'ai regroupé ces chiffres par décennie. Ce tableau suscite quelques remarques. L'année 1893 est à marquer d'une pierre blanche dans cette rétrospective. Elle vit la publication du livre de Bruno Meissner, que j'ai déjà mentionné, Les Beiträge zum altbabylonische Privatrecht. Il s'agissait de la première publication d'envergure du jeune Meissner, où il publiait pas moins de 111 textes juridiques, dont 94 inédits, provenant essentiellement du British Museum et du musée de Berlin. Et son mérite fut de donner non seulement des copies, à vrai dire pas très fidèles selon les critères d'aujourd'hui, mais aussi des transcriptions, traductions et une étude d'ensemble des textes présentés selon un plan typologique. Dans la foulée, Pinches publia 365 textes entre 1896 et 1899 dans la série des Cuneiform Texts. Ungnad lui emboîta le pas avec la publication en 1909 de 448 textes conservés au musée de Berlin. Ce n'est qu'en 1961 qu'on a dépassé le quart du corpus actuel. Et donc, la première moitié des 140 ans écoulés a vu la publication d'un peu moins d'un quart du corpus et la seconde moitié, les trois quarts. La décennie 1882-1991 a été jusqu'à présent la période record, avec l'arrivée de Jean-Marie Durand à la tête de l'équipe de Marie et le recrutement de nouveaux membres. Le pic se situe en 1984. Cette année vit la publication de 1279 textes nouveaux, avec notamment la sortie de ARM 23. On constate dans la décennie 2012-2021 un fléchissement du texte publié, et il faut bien sûr mettre cela en rapport avec la situation politique en Syrie, qui, ça n'est qu'un de ses petits côtés, bien entendu, mais pour nous, c'est important, a ralenti la publication des textes de Marie. Il n'était plus possible de collationner les textes une dernière fois au musée de Deir ez-Zor avant leur publication. Et donc, il nous a fallu admettre que cette situation allait se prolonger. La publication des textes a donc repris, les collations se faisant sur photo. Et je suis très heureux d'annoncer que le dernier volume de la série, ARM 34, dû à Jean-Marie Durand, vient d'être publié. Nous l'avons découvert il y a un quart d'heure sur le stand de la maison Peters qui se trouve en salle 1. Il contient pas moins de 189 textes de Marie. Les éditions électroniques ainsi que les photos des tablettes seront dès ce week-end accessibles sur le site Archibab grâce au travail de Jean-Marie Durand, de Vérène Chalandard, Francesca Nebbiolo et moi-même. L'intérêt d'un tableau tel que celui que je vous ai présenté, c'est de pouvoir mieux mesurer l'état de la documentation disponible lorsque furent créés les instruments de travail dont nous dépendons toujours. Et je donnerai simplement deux exemples. Le premier, c'est celui des dictionnaires. Hervé Reculot nous en reparlera. Quand le CAD a commencé en 1956, le corpus était de 8851 textes. Et quand le dernier volume a été publié en 2011, il était de 31 629 textes. La situation est pire pour le AHV, puisque le dernier fascicule est paru en 1981, le corpus était alors de 17 510 textes. Que de richesses lexicographiques ne se trouvent pas dans nos deux dictionnaires standards. Et malheureusement, les volumes de Sade ne complètent ces lacunes que très imparfaitement.
De la même manière, le tome 3 du répertoire géographique des textes cunéiformes a été publié en 1980, à un moment où le corpus n'était pas à la moitié du niveau actuel. Heureusement, grâce à Nele Ziegler et son équipe, les lacunes sont en partie comblées par les volumes MTT 1.1 et 1.2, mais cela concerne seulement la Haute-Mésopotamie. Il faudra élargir le projet. Je voudrais maintenant analyser le corpus d'un point de vue bibliographique. Une approche quantitative n'est en effet pas dénuée d'intérêt, comme le montre le tableau affiché à l'écran. Au total, entre 1882 et la fin de 2022, 35 203 textes ont été publiés dans 1135 articles ou livres. En moyenne, 31 textes par publication, mais ça ne signifie pas grand-chose. Et si on rentre dans les détails, on s'aperçoit qu'un seuil s'établit aux alentours de 50 textes par publication. En deçà, il s'agit presque toujours d'articles ou de contributions à des ouvrages collectifs. Au-delà, on a généralement affaire à des livres. Et si l'on regarde, on voit que 781 publications, donc plus des 2/3 du total, ont été consacrés à la publication de moins de 10 textes. Cet éparpillement bibliographique ne facilite pas la recherche, d'autant que les articles ou contributions isolées échappent à l'indexation. C'est là où l'entrée des textes dans la base Archibab se révèle particulièrement précieuse. Heureusement, la majorité des textes a été publiée dans un petit nombre de volumes. 24 246 textes, soit plus des 2/3 du corpus, ont été publiés dans seulement 122 livres contenant plus de 100 textes. Il faut arriver à ce point, souligner l'existence d'un problème. Les recueils où ont été publiés le plus grand nombre de textes sont en effet des volumes de planches où ont été reproduites des copies des originaux. Quand tout va bien, on a un catalogue, parfois aussi des index, mais ces recueils ne comportent pas d'édition des textes. Et c'est le cas des séries des grands musées, les CT à Londres, TCL à Paris, VS à Berlin, BE et PBS à Philadelphie, BIN et YOS à Yale, OECT à Oxford, etc. Mais c'est aussi le cas parfois pour les fouilles. La plupart des textes de UET5 étaient restés dépourvus d'édition, et ce fut l'un des objectifs de notre récent programme Écritour que de mettre fin à cet état de choses. On doit signaler des moments où l'on aurait pu croire que la situation allait se régler. Le premier se situe peu avant la Première Guerre mondiale, dans l'élan créé par le Père Scheil en 1902 avec la publication du Code de Hammurabi. Le juriste Kohler et la syriologue Ungnad s'associèrent pour publier, entre 1909 et 1911, 3 volumes de traductions commentées de textes d'archives dans la série dite HG, Hammurabis Gesetz. Ce travail avait l'intérêt d'un classement typologique, mais ne comportait pas de transcription des textes. Moses Schorr édita les textes juridiques copiés dans de nombreux recueils, d'abord en 3 fascicules entre 1907 et 1910, puis en 1913 dans son célèbre volume connu sous les sigles UAZP ou encore VAB5. Mais ensuite, il n'y eut plus d'entreprise de ce genre, à part la suite donnée par Ungnad à la série HG, le tome 6 étant paru en 1923, en collaboration avec le juriste Paul Kochaker. En ce qui concerne la correspondance, Ungnad réunissait en 1914 les lettres publiées jusqu'alors dans un volume de transcription-traduction, le célèbre VAB6. Pendant 50 ans, en dehors des lettres de Marie, un bon nombre de lettres furent publiées, mais peu furent éditées par leurs copistes. Et c'est la raison pour laquelle, en 1964, le professeur Krauss de Leyde sentit qu'on ne pouvait se contenter de cette situation. Il lança donc le projet des ABB, Altbabylonische Briefe. Certains volumes contenaient la réédition de lettres déjà publiées, d'autres accompagnaient la publication de la copie de nouvelles lettres. L'idéal aurait été de travailler en regroupant les textes selon les archives, de façon réaliste.
Krauss comprit que si l'on voulait collationner tous les originaux, il fallait travailler par musée et collection. Un autre inconvénient du projet était de couper les lettres des autres textes des archives auxquelles elles appartenaient. Les volumes les plus récents ont essayé de remédier à cette situation par des notices assez nourries. C'est de cette manière que 14 volumes parurent entre 1964 et 2005, et l'on eut ainsi un corpus d'une grande fiabilité philologique. Mais cela ne concernait qu'un quart du corpus. Que faire avec le reste, c'est-à-dire les textes juridiques et comptables? Maurice Biraud avait avoué un certain découragement en 1974 dans sa recension de YOS 13, je le cite, « La documentation cunéiforme d'ordre économique est constituée en majeure partie de textes édités seulement en autographie, dont l'exploitation systématique et rationnelle finit par dépasser les forces humaines. » Ronald Sweet avait annoncé un recueil de traductions qui n'a jamais paru. Un peu plus tard, Johannes Renger se lança dans un projet désigné par le sigle ABRFU, Altbabylonische Recht und Verwaltungsurkunden der Freie Universität Berlin. Le projet avait été annoncé lors de la 24e rencontre assyriologique de Paris en juillet 1977. C'était la première rencontre à laquelle j'assistais et je me rappelle encore l'élan, l'enthousiasme que avait suscité cette annonce. Dans un premier temps, il était question d'établir une bibliographie de ces textes, d'en déterminer l'origine géographique et de les regrouper en fonction des lots d'archives auxquels ils appartenaient. À partir de 1978 et jusqu'à la fin des années 1990, avec l'aide de différents collaborateurs, Renger réunit un corpus à peu près exhaustif qui fut indexé. Malheureusement, la publication ne déboucha pas sur des publications. Et il est vrai que Renger n'a pas eu de chance parce qu'il s'est trouvé avoir fait ce travail avant le développement des ressources numériques qui sont actuellement disponibles. Et donc, en 2008, alors que nous lancions le projet Archibab, il nous proposa de nous livrer le fruit de son travail et grâce à Eva Kranchik-Kirschbaum, Archibab peut progressivement mettre en ligne des PDF, des transcriptions établies à Berlin. La situation s'est nettement améliorée ces dernières années, mais il faut dire qu'il reste encore de trop nombreux textes qui sont publiés en copie seulement. Autre type de bilan possible, par éditeur de texte. Le nombre de personnes ayant publié des tablettes d'archives paléo-babyloniennes est de 334, dont 189 ont publié 10 textes ou plus. Alors, il y a le festival de Cannes en ce moment. Le record est détenu par Jean-Marie Durand, avec 1860 textes. Comme vous l'a dit Antoine, sa santé ne lui permet hélas pas d'être avec nous ce matin, mais je pense que nous pouvons le féliciter pour ce record. Autre type de bilan, géographique. C'est plus compliqué à établir parce que dans de nombreuses publications de textes de musées, les tablettes proviennent d'achats et donc n'ont pas d'unité géographique. On peut néanmoins se livrer à quelques considérations d'ensemble. Le cas le plus simple sont les sites où il n'y a pas eu de fouilles clandestines, du moins pendant longtemps, comme Marie. Le total pour Marie est de 9541 textes intégralement publiés en 88 ans. Je ne compte pas les citations, encore moins les inédits, et donc ça donne une moyenne de 108 tablettes par an. De 1936 à 1981, donc pendant 46 ans, on a eu 3480 textes publiés, une moyenne de 75 textes par an, et depuis 1982, donc en 42 ans, 6061 textes ont été publiés, donc une moyenne annuelle de 144 textes. Le rythme a pratiquement doublé. Marie représente donc plus du quart du total du corpus, 27% exactement, mais ce chiffre n'est pas tout à fait juste parce que depuis 1941, date de démarrage de la série des ARM, le nombre de textes de Marie publiés se monte à 9526, alors que le total global de 1941 à 2023 est de 29 431. Donc,
les textes de Marie représentent plus d'un tiers des textes publiés depuis 1941. Il faut en outre souligner une particularité des textes issus des fouilles de Marie. André Parrot tenait absolument à ce que les textes soient publiés non seulement sous forme de copie, mais aussi en transcription-traduction, ce qui fut fait dans la collection des Archives royales de Marie, qu'il fonda avec Georges Dossin, et nous sommes restés fidèles à ses souhaits, que ce soit dans les ARM ou, depuis 1992, dans la série complémentaire des Florilegium Marianum. Arrivé à ce point, il faut tenter une estimation de la proportion des textes issus de fouilles régulières par rapport à ceux qui sont issus du marché des antiquités. Il faut commencer par dire que, dans un premier temps, le nombre de textes provenant du marché des antiquités fut considérable. On arriva assez rapidement à en déterminer l'origine. En Babylonie du Nord, Sippar, Dilbat, Kish, en Babylonie du Sud, Larsa. On prenait en compte les divinités présentes dans les serments. L'invocation d'Ourash indiquait par exemple que le contrat revenait de Dilbat, etc. Au départ, on céda surtout des noms d'années. Une tablette comportant un nom d'année d'un roi de Larsa était cataloguée comme provenant de Larsa. Or, certaines tablettes provenaient en fait d'Our, d'autres d'Issin après la conquête de Rimsin. Donc, les déterminations au départ étaient relativement imprécises. On se fiait aussi aux indications des vendeurs, mais celles-ci étaient parfois inexactes. On a mis longtemps à comprendre qu'une partie des textes vendus comme originaires de Kish, ville prestigieuse, provenaient en réalité de la ville voisine, infiniment moins bien connue, de Damrum. Il faut dire qu'à la même époque, la publication de textes issus de fouilles officielles n'était guère différente, car on n'accordait alors aucune importance, il faut bien le dire, au contexte archéologique. Le père Scheil n'a publié qu'une partie de ses découvertes à Sippar, à Bouhaba, en 1894, et sans indiquer de contexte précis. Il en va de même pour les tablettes découvertes à Hadab, et surtout pour les nombreuses tablettes issues des fouilles américaines de Nippur entre 1889 et 1900, ou de Suse à partir de 1898. La situation n'était de ce point de vue guère meilleure que celle des tablettes de Sippar acquises par Budge pour le compte du British Museum à la fin du XIXe siècle. Curieusement, la situation la plus favorable à cet égard est la Haute-Mésopotamie, parce que pratiquement aucun texte ne provient de fouilles clandestines si l'on accepte les rares textes provenant de Tigunanum, sur le Haut-Tigre. Cette fois, je ne donne pas un tableau, mais une carte avec le chiffre des textes publiés pour chaque site. Vous voyez que 8 sites ont donné plus de 100 textes. Le total est de 11 646 textes, ce qui représente un tiers du total des textes d'archives paléo-babyloniens. Dans l'état actuel de la base Archibab, faire un bilan typologique n'est pas possible tant que le catalogue ne sera pas complet. En effet, le genre de chaque texte est indiqué sur la fiche qui lui correspond, mais les fiches bibliographiques ne comportent pas d'indications chiffrées autres que le nombre de textes inédits par publication. Or, le catalogue des textes n'est pas encore complet. Nous n'en sommes qu'aux 2 tiers, mais nous essayons de rattraper le retard. Il y a cependant une exception. Le fichier texte est en effet complet pour un genre particulier, les lettres. Du point de vue historiographique, on notera que le premier assyriologue qui ait publié des lettres, c'est à nouveau Bruno Meissner, mais cette fois en 1894. Il s'agissait de 4 lettres du musée de Berlin dont il publia une édition annotée ainsi que des copies. Il fut suivi de peu par le père Scheil qui publia 2 lettres dès l'année suivante, mais celles-là provenaient de fouilles régulières, celles qu'il venait de terminer à Sippar. Ce sont donc les 2 premières lettres publiées dont le lieu de découverte était connu, et plus encore, le second de ces textes a été la première lettre adressée à une femme qui ait été publiée. On doit noter la proportion élevée des lettres dans l'ensemble du corpus. Le total est de 7216 textes, donc 20%, et là-dessus, les archives de Marie comptent 3053 lettres intégralement publiées, donc 42% du total des lettres,
Les 14 volumes de la série des ABB comptent 2548 numéros, soit 35% du total des lettres. Et il faut donc ici se livrer à une double mise en garde. Il y a 1615 lettres paléo-babyloniennes qui ne sont pas de Marie et qui n'ont pas été éditées dans les ABB. Désormais, grâce aux efforts d'Ilya Ripov et de son équipe moscovite, ces lettres sont toutes accessibles sur le site Archibab. Autre caveat, les études qui ont été faites des lettres paléo-babyloniennes, notamment par des linguistes, sur la base du seul corpus des ABB, n'ont pris en compte que 35% des lettres publiées. Il est grand temps de passer aux perspectives, et je serai beaucoup moins long que pour le bilan, rassurez-vous. Il s'agit à la fois de mieux exploiter ce qui a déjà été publié et de publier les nombreux textes qui attendent qu'on s'occupe d'eux. Un des obstacles majeurs à l'exploitation de ce qui a déjà été publié est l'absence d'édition. De nombreux textes, je l'ai déjà dit, n'ont été publiés que sous forme de copies, jamais édités. Il y a aussi des éditions à reprendre, car depuis leur publication, il y a des décennies, de nombreux progrès ont été faits, tant pour la langue que pour le contexte historique. On peut citer le cas des lettres de Tel Rima, publiées en 1976. Leur réédition par Anne-Isabelle Langlois en 2017 a montré tous les gains qu'on pouvait tirer à la fois des progrès de nos connaissances en 50 ans et de la collation des originaux. Il reste de nombreux textes découverts qui n'ont pas été publiés, comme le montrent notamment les catalogues du British Museum ou de Yale. Il reste donc un énorme travail de publication et d'édition à faire. Depuis quelques années, certains musées ont organisé, dans le cadre du CDLI, la mise en ligne des photos de leurs tablettes, publiées ou inédites. Le malheur est que ces opérations ont été faites de manière, à mes yeux, plutôt pire que la publication des volumes de planches de jadis, car la mise en ligne n'a été accompagnée d'aucun travail de catalogage sérieux. Le résultat est qu'on se trouve, au nom de la science ouverte, dans une situation assez problématique. Qui va se lancer dans la publication des 436 tablettes paléo-babyloniennes inédites du Royal Ontario Museum, dont les photos sont maintenant disponibles? Le résultat risque d'être l'atomisation des publications, chacun piochant ce qui l'intéresse. Je me contenterai de mentionner un autre problème, celui posé par les textes issus des pillages récents. Rinsteber y reviendra vendredi après-midi. La publication de textes issus de fouilles régulières a parfois, il faut l'avouer, été très lente. C'est ainsi que les textes paléo-babyloniens issus des fouilles allemandes de Babylone entre 1907 et 1912 n'a commencé qu'en 1983 et il subsiste beaucoup d'inédits. De manière générale, il reste de nombreuses fouilles dont les épigraphistes n'ont pas encore complètement publié les textes. On mentionnera notamment ceux de Tel Asmar, l'antique Eshnouna, issus de fouilles des années 1930, dont Jacobsen avait signalé les noms d'années. Seules 55 lettres ont été publiées, mais les documents juridiques et administratifs restent inédits. Quelques centaines de textes découverts par Jean-Louis Huot à l'ARSA entre 1974 et 1989 ont été catalogués par Daniel Arnaud. Grâce aux photos inédites de la mission, nous espérons pouvoir les publier sans trop tarder, de même que les archives de la maison du Soukalmar de Gungunum, découvertes par Antoine Jacquet en 2021. Des fouilles de Woolley à Our, les inédits qui restaient à Londres et à Bagdad ont pour l'essentiel été publiés par Jeremy Black et Gabriela Spada en 2008. Il ne reste que quelques textes à Philadelphie, mais je dois publier les textes découverts depuis 2015, notamment dans la maison du général babylonien Abissoum et dans la maison de l'intendant du temple de Ningal, Sinnada. L'équipe de Gand a publié de nombreux textes depuis la découverte des archives de la maison d'Urutu à Tel Edder en 1975, mais des centaines restent encore inédites. Les textes issus des fouilles de nos collègues irakiens sont encore loin d'être tous publiés. Leit Hussein fera dans un instant le point sur les sites de la basse vallée de la Diyala.
Walter Salaberger n'a pu se joindre à nous aujourd'hui, mais dans les actes de notre colloque, il fera le point sur les textes d'Oumma dont il poursuit la publication avec des collègues irakiens. Un des plus gros lots est celui découvert à Tel Abou Antique, identifié à Picassi. Il compte à peu près 2000 textes. J'ai découvert en préparant cette communication qu'une cinquantaine avait été publiée par Bassima Haded en 2013 dans un PDF disponible sur la toile et qui ne figure pas encore dans la base Archibab. Et donc tous les chiffres que je vous ai donnés jusqu'à présent sont faux, mais je n'ai pas eu le temps de refaire mes statistiques. On espère voir le reste paraître dans un avenir pas trop lointain, et je suis loin d'être exhaustif, mais le temps passe. Le plus gros lot est constitué, vous l'avez vu, par les archives royales de Marie. Alors vous êtes sans doute tenté de poser la question, combien reste-t-il de textes à publier ? C'est difficile à dire. Pour une première raison, aucun inventaire n'a été fait sur place lorsqu'André Parrot découvrit ces masses de tablettes dans le palais avant la Deuxième Guerre mondiale, Georges Dossin n'étant venu sur le terrain qu'une fois que l'essentiel des archives avait déjà été découvert et mis en caisse et expédié à Paris. Le catalogue fait par Maurice Biraud et Jean-Marie Durand dans les années 1970 a dû tenir compte des numérotations partielles préexistantes, de sorte qu'un chiffrage précis n'a pas alors été effectué. Ce qui est sûr, c'est que 9541 textes sont actuellement publiés et le chiffre de 10 000 sera bientôt atteint. Il reste encore plusieurs milliers de tablettes à éditer. Et c'est dans cette perspective que nous avons soumis à l'ANR un nouveau projet qui a débuté en octobre dernier et qui est financé pour 4 ans. Le sigle qui le désigne, PCEHM, est l'acronyme de Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère. Il réunit des membres de l'UMR 7192 Proclac, dont je coordonne les travaux, et d'autres de l'UMR 9210 Anima, dont Michael Guichard coordonne les travaux. Le détail des différentes opérations programmées se trouve facilement sur le site de l'UMR et plusieurs communications du présent colloque ont été préparées dans ce cadre. Je ne vais pas conclure puisque ma communication se veut au contraire l'introduction à toutes les communications qui vont suivre. J'indiquerai simplement que si beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et je vous remercie de votre attention.